Mais on s'autorise à penser dans les milieux autorisés. Alors ça, c'est encore un autre truc. Les milieux autorisés, vous y êtes pas, vous, hein. L'arrivée au pouvoir en 1998 d'Hugo Chavez au Venezuela marquait un tournant dans l'histoire politique latino-américaine. Une première écume qui s'est rapidement transformée en une immense vague qui s'est répandue sur quasiment l'ensemble du sous-continent. Néstor Kirchner en Argentine, Lula au Brésil, Evo Morales en Bolivie, Rafael Correa en Équateur, Tabaré Vázquez et Pepe Mujica en Uruguay. Un âge d'or de la gauche sud-américaine si l'on peut dire. 20 ans de gouvernement de gauche, d'accumulation de capitaux et de politiques redistributives à l'endroit des populations les plus pauvres grâce à l'exportation et l'exploitation de matières premières, réduisant drastiquement les taux de pauvreté et améliorant les infrastructures de santé et d'éducation. Cela n'a pourtant pas empêché, au milieu des années 2010, la gauche de décliner au profit d'une droite soit néolibérale comme en Argentine, soit complètement fasciste et pro-dictature comme au Brésil. D'aucuns diront c'est sans doute un coup monté des États-Unis. Mais les choses ne sont peut-être pas aussi simples que ça. Ces gouvernements, très ancrés à gauche, progressistes, peuvent-ils échapper à l'examen critique ? Quel bilan peut-on faire de la décennie dorée des années 2000 ? Un travail de longue haleine mené par Franck Gaudichaud, qui est ici sur le plateau du Média. Bonjour Franck. Bonjour. Vous avez donc publié pas moins de 2 ouvrages sur la question. Le premier, Gouvernement progressiste en Amérique latine, la fin d'un âge d'or, paru aux éditions des presses universitaires de Rennes. Le voici. Et le second, fin de partie, Amérique latine, les expériences progressistes dans l'impasse, paru aux éditions Sileps. Et donc, effectivement, le postulat a été de dépasser un petit peu la critique, si l'on peut dire, simpliste, qui se joue dans les relations géopolitiques latino-américaines avec les États-Unis. Et vous avez voulu faire un bilan à froid, politique, économique et structurel de ces gauches. Oui, c'est ça. C'est un peu l'idée de... Déjà, ce sont des livres qu'on a pensés collectivement, à plusieurs mains, on pourrait dire, pour penser aussi bien la géopolitique, mais aussi les dynamiques internes, les tensions internes, les contradictions de ces gouvernements dits progressistes ou de gauche ou nationaux populaires. Là aussi, il y a un débat possible sur les appellations, les catégories, pour parler de gouvernements finalement assez différents entre eux. Si on compare le Parti des travailleurs du Brésil avec Lula et l'expérience chaviste au Venezuela, évidemment, il y a aussi de nombreuses différences. Mais comme vous l'avez dit, il y a quand même un moment, on appelait ça âge d'or pour essayer de marquer un peu, faire une image, des années 2000, 2010, 2015, où il y a toute une série de gouvernements qui orientent vers la gauche ou le centre-gauche, certains avec une perspective y compris anti-impérialiste. Donc on essaie de faire des bilans critiques qui prennent aussi le point de vue des luttes sociales, des difficultés économiques, parfois des dérives de ces gouvernements. Il y a eu un âge d'or aussi économique, des économies qui fonctionnent essentiellement sur l'extraction et l'exportation de matières premières. Et en fait, la première critique, elle se pose là. En fait, les gouvernements progressistes latino-américains se sont un peu reposés sur leur laurier et n'ont pas fait les réformes industrielles qui auraient dû être faites pour ne plus être dépendants de cette manne. En tout cas, on touche là l'une des tensions très importantes. Il y en a d'autres, on peut en parler, la question du caudillisme, le rapport au féminisme, le rapport aux luttes sociales, à l'autonomie des mouvements, mais la question du modèle économique, du modèle de développement, la matrice économique, c'est évidemment central pour un gouvernement qui se veut post-néolibéral, ou des gouvernements qui voulaient dépasser donc l'ère néolibérale, et en même temps commencer à redistribuer, certains radicalement, ces rentes, essentiellement, c'est ça qui a été redistribué, des rentes des matières premières. Et donc là, la question de ce qu'on appelle l'extractivisme, donc l'extraction des biens communs naturels pour leur exportation, qui amène des devises à ces pays-là, en même temps pose des questions assez complexes en termes écologiques, évidemment, environnementales, mais aussi de rapport au territoire, aux communautés indigènes, à la paysannerie, à la redistribution des terres. Et évidemment, ces gouvernements des 20 dernières années, ils s'inscrivent dans une histoire longue, coloniale, la dépendance coloniale, mais aussi un boom des matières premières, vous l'avez dit, qui a alimenté la possibilité de commencer à redistribuer, faire baisser la pauvreté, et en même temps qui a renforcé paradoxalement la position subordonnée, dépendante de ces gouvernements sur le marché mondial, la position donc néocoloniale de ces gouvernements, et la reprimarisation de plusieurs économies, grandes économies, comme le Brésil ou l'Argentine, des pays qui avaient quand même une tradition semi-industrielle, qui sont remis à se lancer
le soja, la méga exportation d'OGM, l'entrée en masse des grandes multinationales aussi de l'agrobusiness. Donc c'est quand même un paradoxe assez important. Et le paradoxe, il se situe aussi, justement, sémantiquement, c'est des gouvernements qui se disaient, comme vous le dites, post-néolibéral. Pourtant, ils se rendent, avec cette direction prise dans les politiques économiques, se sont rendus hyper dépendantes du néolibéralisme, justement, parce que qui dit matières premières, qui dit économie basée sur les matières premières, dit dépendant des cours des matières premières. Oui, c'est ça. Enfin, dès qu'on a des prix hauts, on a une manne à disposition. Et évidemment, c'est aussi la facilité. Hein. C'est une économie rentière. Elle a cet avantage que quand les prix sont hauts, on peut redistribuer assez directement sans toucher à la structure sociale. C'est ça qui est fondamental. Sans taxer les riches, pour le dire d'une certaine manière, sans s'attaquer directement à l'oligarchie, on extrait du sous-sol, du pétrole, on cultive du soja, etc. Et on peut avoir une politique sociale audacieuse. Effectivement, dans ces années 2000, la pauvreté a baissé drastiquement. En Équateur, on a construit des infrastructures, des hôpitaux, des autoroutes. Au Venezuela, la pauvreté a été divisée par 2. Et on pourrait, tous les transferts conditionnés qu'il y a eu au Brésil, c'est 30 millions de pauvres qui sont sortis, entre guillemets, de la pauvreté, mais de manière transitoire. Et en même temps, on reste enfermé dans une matrice. En France, il y a des travaux, par exemple, de l'économiste Pierre Salama qui dit, paradoxalement, donc, il y a retour aux matières premières, il y a financiarisation aussi de ces économies, il y a dévaluation de la monnaie, ce que certains ont appelé la malédiction de l'abondance, la malédiction de l'abondance du pétrole, du gaz, qui a des effets contradictoires. Après, ce qu'on dit aussi dans les ouvrages, c'est que ce n'est pas d'un coup de baguette magique qu'un gouvernement va pouvoir sortir de cette dépendance, évidemment. C'est du long terme, c'est penser stratégiquement les transitions. À côté des politiques redistributives, le problème, pour rester dans ce mouvement post-néolibéral manqué, finalement, c'est que ça exporte beaucoup, donc ça contracte énormément de dollars en masse monétaire. Et du coup, ça crée aussi, ça renforce la manne de la corruption, en fait, dans ces pays-là. Alors oui, l'un des autres problèmes, nombreux problèmes qui sont structurels suivant les pays, c'est effectivement les économies rentières favorisent la corruption, évidemment. Ils favorisent aussi un rapport au territoire, aux luttes sociales qui peut être directement autoritaire, puisque si on doit extraire, il faut aussi contrôler ces territoires, parfois par la force. Mais la question de la corruption, on le voit bien dans le cas vénézuélien, par exemple, a complètement miné le projet bolivarien. Il était vraiment de rompre avec tout ça, de semer le pétrole, comme on disait dès le début du XXe siècle, pour transformer l'économie, mais aussi pour transformer la forme de l'État et les pratiques clientélistes, corrompues de l'État. Et si on fait un bilan aujourd'hui, il est quand même assez catastrophique. Mais ce n'est pas seulement le Venezuela qui est souvent pointé du doigt dans les médias. Si on voit les méga cas de corruption au Brésil, avec Odebrecht, Petrobras, qui a inondé l'Amérique latine, en achetant des ministres dans toute l'Amérique latine, dans plus de 10 pays. Corruption qui n'est pas qu'au Brésil, d'ailleurs, parce qu'au Bangladesh, c'est aussi au Pérou, par exemple. Voilà, c'est 10 pays latino-américains qui ont vu des ministres ou des hommes clés du pouvoir qui ont été achetés par ces multilatinas, donc c'est des multinationales 100% brésiliennes ou brésiliano-latino-américaines. Et donc, oui, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a un truc qu'on ne savait pas, là on revient sur le volet redistribution des richesses, c'est les relations, notamment avec du Venezuela, avec la Chine. Et vous, là, à ce moment-là, on parle de néo-extractivisme. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu ce phénomène ? Alors l'idée ou le concept de néo-extractivisme va être développé par plusieurs intellectuels critiques latino-américains, comme Eduardo Guadinas. C'est l'idée de reconnaître qu'on n'est pas dans l'extractivisme colonial historique. Il y a eu des transformations en cours. Avec les gouvernements dits progressistes, il y a le retour de l'État. Donc ça, c'est quand même un changement important par rapport à l'ère néolibérale, très clair. Il y a des politiques de redistribution envers les classes populaires, les plus pauvres. Il y a essayé d'amélioration de l'inclusion en termes de santé, d'éducation, des programmes sociaux qu'on a vus par exemple en Bolivie, au Venezuela. Donc c'est un nouvel extractivisme, d'une certaine manière, redistributeur. Certains parlent d'État compensateur, mais qui ne rompt pas avec cette matrice rentière qui fait qu'au moment où le cours des matières premières, notamment du pétrole, s'effondre, au moment de la grande crise capitaliste 2008-2010, eh bien, ces gouvernements n'ont plus de marge de manœuvre. Ce qu'ils redistribuaient, ils ne peuvent plus le redistribuer, et donc ils sont en tension avec le reste de la société.
Et effectivement, la Chine a joué un rôle essentiel de catalysateur, de renforcement de cette matrice dépendante. Il faut le savoir, parfois on ne le sait pas trop ici en France, que la Chine aujourd'hui, c'est le premier partenaire commercial de l'Amérique latine dans son ensemble, devant les États-Unis. C'est le premier partenaire commercial d'un géant comme le Brésil, mais aussi du Chili, qu'on croit toujours aligné sur les États-Unis. En fait, son premier partenaire commercial, c'est la Chine. Et Xi Jinping a bien annoncé en 2015, le président chinois, que l'objectif, c'était de multiplier encore par 2 les investissements directs étrangers, d'arriver à 250 milliards d'investissements directs étrangers en Amérique latine et de dépasser les 500 milliards d'échanges commerciaux avec la région. Donc la Chine est à l'offensive dans des rapports complètement asymétriques. Après, il y a la discussion, est-ce que c'est un nouvel impérialisme, de quel caractère? En tout cas, c'est des rapports qui ne sont pas gagnant-gagnant, comme on peut lire parfois dans la presse chinoise ou économique. Oui, c'est des rapports d'ailleurs, le terme est bien utilisé dans le livre, ce sont des rapports économiques asymétriques. Parce Totalement. que déjà, exportateur de matières premières face à exportateur de produits manufacturiers. Exactement. Et du coup, en termes de valeur ajoutée, les deux pays ne pèsent pas du tout le même poids. Oui, donc on reste dans ce schéma de la dépendance asymétrique. Et la puissance chinoise a aussi une autre stratégie, c'est de s'implanter dans 4 ou 5 pays latino-américains, notamment le Brésil, l'Argentine, le Chili, le Pérou, pour commencer à contrôler des entreprises et vraiment produire localement, voire avoir accès au marché états-unien par le biais de l'Amérique latine. Donc il y a une stratégie de déploiement qui est plus seulement dans extraire les matières premières, les conquérir, mais aussi les terres arables et contrôler du capital sur le sol latino-américain. Donc là, il y a une stratégie de long terme qui est vraiment très claire de la part de la Chine et qui commence à déstabiliser la présence économique états-unienne dans la région, d'où l'agressivité aussi des États-Unis pour essayer de reconquérir ce qui était son arrière-cour historique. Du coup, avec toutes ces politiques fortement extractivistes en Amérique du Sud, les gouvernements, ils ont tous décliné, soit pour certains via ce que vous appelez des coups d'État parlementaires comme Lula, mais aussi des défaites électorales comme Cristina Kirchner ou même d'une moindre mesure Evo Morales et Maduro, même s'ils sont toujours au pouvoir, il y a eu quand même des revers électoraux. En fait, cette politique extractiviste leur a mis à dos aussi une certaine partie de leur électorat historique. Oui, c'est une des tensions en tout cas importantes. On l'a vu en Bolivie avec par exemple le grand projet de Tipnis de construire une route qui traversait de la Bolivie, du Brésil jusqu'à la capitale. Donc des tensions avec une partie des mouvements indigènes, pas tous, des mouvements autochtones mobilisés qui refusent cette perspective, pas toutes les communautés bien entendu. On l'a vu très clairement et ça s'est traduit électoralement en Équateur lors de la dernière campagne électorale, où il y a eu une montée en puissance du candidat indigène, qui était d'ailleurs pas exempt de contradictions. Mais donc il essayait d'incarner une gauche indigène, écologique et sociale face à un modèle, celui de Correa, qui était présenté comme étatiste, extractiviste. Donc là, il y a une tension au sein des gauches sociales, écologiques et indigènes et des mouvements progressistes qui pèsent beaucoup dans la balance et dans la dégradation des rapports de force. Même si on ne peut pas résumer l'ensemble des problèmes à ces questions-là. Il y a le rapport de l'État à la société, parfois une vision plutôt autoritaire même, ou de plus en plus autoritaire de cette gestion du régime politique, le refus de lâcher finalement l'exécutif. On a vu les tensions en Bolivie, le rapport au mouvement syndical, la cooptation aussi. Le Parti des travailleurs a largement coopté le mouvement syndical et l'écoute. Et d'où ensuite une situation de faiblesse au moment d'affronter Bolsonaro. Les tensions parfois très dures entre la vision de l'État progressiste et les mouvements féministes, sur la question de l'avortement, sur la question du patriarcat. Donc voilà, il y a un ensemble de tensions qui se dessinent. Mais la question évidemment du modèle de développement est une épine dans le pied, j'insiste, qui est difficile à résoudre. C'est pas, dans les deux bouquins, on ne dit pas « Ah, il aurait fallu, en 2 temps, 3 mouvements, mettre fin à cette matrice qui est historique ». Mais en même temps, il n'y a pas eu d'effort de fait en ce sens-là, en tout cas, pas assez et pas dans tous les pays. Ça passerait par une réflexion sur le marché régional plutôt que le marché mondial, sur les intégrations et la coopération régionale. Il y a eu des avancées avec la CELAC, l'UNASUR, des intégrations régionales, mais qui ont très rapidement chuté en termes de perspective. Et puis parce que les droites ont été à l'offensive, les oligarchies, la question médiatique aussi, la réarticulation des droites au travers des médias
au service du capitalisme, ça c'est une vraie question aussi. Après, la sociologie de l'électorat de Maduro, de Cristina Kirchner, etc., ça a l'air d'avoir une influence, le fait qu'ils se soient mis les syndicats à dos, justement. D'ailleurs, on en parle aussi dans les ouvrages, de rendez-vous manqués avec les syndicats. Au lieu de faire la paix avec eux, de leur tendre la main, ils les ont plutôt réprimés, comme par exemple les Mapuches en Argentine qui s'étaient révoltés contre un projet pétrolier en Patagonie. Oui, là, il y a une vraie question, ce rapport aux luttes à l'espace des mouvements sociaux, surtout si on se rappelle qu'une partie de ces gouvernements sont eux-mêmes en partie issus du moment destituant de la fin des années 90. Il y a des grandes révoltes sociales et populaires, en Équateur, en Bolivie notamment, en Argentine aussi. Et là, la tentation de ces gouvernements progressistes a été d'allier la cooptation, en partie, et la répression des dissidences. En plus, avec cette idée tout à fait problématique qu'en gros, toute dissidence face à ces gouvernements, que ce soit du point de vue de l'écologie, du féminisme, des luttes syndicales, est vécue, interprétée, en tout cas est montrée du doigt comme alliée de l'impérialisme. En gros, on disqualifie et vous êtes au service des droites si vous vous opposez à moi qui incarne la gauche d'État. Et donc ça aussi, c'est une question démocratique assez complexe, puisque évidemment, le débat au sein des gauches doit permettre de dépasser les obstacles, et si on les criminalise, eh bien, ces mouvements-là se tendent encore plus et favorisent des postures qui sont de caractère autoritaire. Ce qui est intéressant dans l'analyse justement des échecs relatifs de ces gauches-là, c'est le fait d'avoir peut-être trop tablé sur le culte du chef légitime, si on peut dire. Mais en même temps, si on regarde bien, les échecs se sont confirmés, se sont vérifiés lorsque les successeurs étaient au pouvoir. Maduro, Cristina Kirchner qui a succédé à son mari Nestor Kirchner, Dilma Rousseff qui a succédé à Lula. La chute est aussi intervenue à ces moments-là précis. Oui, alors là, il y a aussi une autre discussion, à mon avis, intéressante, y compris pour l'espace européen, pour penser les gauches et les alternatives, c'est le rapport à une figure charismatique qui, à un moment donné, peut incarner un mouvement. Il y a les travaux d'Ernest Laclau sur le populisme latino-américain comme phase de démocratisation, paradoxalement. Mais en même temps, cette incarnation très forte, personnaliste, caudilliste, certains diront, elle fait que quand ce chef s'arrime au pouvoir ou alors disparaît, comme Hugo Chavez, qui est décédé en 2013, eh bien, c'est aussi une partie du mouvement qui perd de sa dynamique. Et au-delà de ça, c'est la figure de l'État ultra-présidentialiste qui existe depuis 2 siècles en Amérique latine, qui est très forte. Et donc, ne pas arriver à rompre, à rendre plus collectif, à socialiser le pouvoir d'une certaine manière, donc à déconstruire aussi la forme de l'État, ça fait que ces figures personnalistes très fortes, qui incarnent et politisent, qui intègrent à la politique, y compris les classes populaires, à un moment donné, peuvent être aussi un frein pour aller plus loin en termes de démocratisation sociale et économique. Parlant d'Hugo Chavez, est-ce que l'autre rendez-vous manqué, ça n'a pas été justement, juste avant son décès, il semblait parti pour entreprendre justement une grande réforme de l'industrie manufacturière au Venezuela et une grande réforme aussi du Bolivar pour arrêter les dévaluations trop fortes et les inflations du coup, qui s'en suivent. Malheureusement, il est décédé, donc Maduro n'a rien fait de ses projets de réforme. Est-ce que le rendez-vous manqué, il n'a pas été là? Est-ce que là, il n'y avait pas quelque chose, une brèche dans laquelle s'engouffrer pour le reste de la gauche latino-américaine? En tout cas, oui, au moment du décès d'Hugo Chavez, il y avait ce fameux golpe de timón. Il fallait donner un coup de barre à gauche. Et il y a un document qui a défendu Chavez dans la dernière campagne présidentielle en 2012, où il reconnaissait un ensemble de problématiques structurelles. Il reconnaissait la corruption, la mauvaise gestion des entreprises publiques, et si on voit aujourd'hui l'État, y compris de PDVSA, la grande entreprise publique d'extraction pétrolière qui est au sol, qui est vraiment dans un état terrible. Et il y avait aussi des réformes économiques qu'il fallait mener, qui étaient reconnues comme programme légitime pour les années à venir, qui n'ont pas été menées. Alors, le rendez-vous manqué, est-ce qu'il était là ou est-ce qu'on était déjà très avancé dans la dégradation de l'expérience bolivarienne, puisque on sait qu'au moment du décès de Chavez en 2013, il y a tout un ensemble de problèmes qui sont déjà installés.
la corruption qui est reconnue. Certains parlent de la bolibourgeoisie, donc en gros une bourgeoisie bolivarienne qui s'installe en partie dans les ministères, dans la gestion économique, qui fait du profit, mais en même temps qui devient une sorte de nouvelle caste au pouvoir. Et si on regarde le Venezuela d'aujourd'hui, c'est assez clair. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que même le Parti communiste vénézuélien, un allié historique du chavisme, dans les dernières déclarations, dénonce y compris Nicolás Maduro comme l'incarnation d'une nouvelle bourgeoisie qui ne veut pas lâcher le pouvoir. Donc même les alliés historiques aujourd'hui reconnaissent qu'il y a une tendance de fond. Est-ce que ailleurs en Amérique latine, à ce moment-là, parce qu'il y avait des liens très forts d'ailleurs entre les différents gouvernements de gauche, de ce moment-là, est-ce que Dilma Rousseff, Cristina Kirchner, Rafael Correa, qui étaient encore au pouvoir à ce moment-là, se sont fait la même remise en question structurelle de leur politique structurelle et économique? On a en tout cas vu le même type de dissension et de débat. Dans le cas équatorien, il y avait l'idée de faire un saut technologique. Il y a même une ville qui a été créée, Yachay, qui devait être la ville du 3e millénaire, qui devait permettre à l'Équateur de passer de l'économie pétrolière à une économie des nouvelles technologies. Là aussi, il y a eu un échec qui n'a pas été relevé. En Bolivie, peut-être c'est là où il y a le plus de réflexion et d'avancées partielles. La Bolivie, c'est l'économie qui a la mieux résisté à la crise économique parce qu'ils ont eu l'intelligence d'avoir des fonds souverains, de mettre de l'argent de côté. Il y a une réflexion sur l'utilisation du lithium dans le Salar de Uyuni. Il y a une énorme réserve de lithium. Est-ce qu'ils vont réussir à transformer, à industrialiser ce lithium ? Même si ça a des conséquences quand même assez problématiques en termes écologiques. Oui, parce que ce sont des métaux lourds et rares. Voilà, c'est ça, dans une zone fragile. Et dans les expériences plus social-libérales, on pourrait les qualifier comme ça, par exemple au Brésil, le loulisme finalement n'a pas du tout cette réflexion de transformation vraiment de la structure sociale. On a maintenu la structure sociale et économique, mais on a essayé de tirer vers le haut par la consommation, par des programmes de redistribution en termes financiers, les plus pauvres, mais on reste dans une structure complètement inégalitaire. Dans tout ça, on a dépassé un petit peu la critique du « c'est les États-Unis qui chamboulent tout », mais quand même, quand Obama était président, il nous disait « la doctrine Monroe, c'est fini », mais en fait, pas tellement. Oui, bien sûr. L'idée, ce n'est pas de nier qu'il y ait des rapports géopolitiques de long terme, et notamment un hégémon, on peut dire, une puissance hégémonique qui reste les États-Unis dans la région, sur le plan militaire en particulier, économique toujours de manière très claire et politique. John Kerry sous Obama, effectivement, disait « c'est fini la doctrine Monroe, on va avoir des nouvelles relations harmonieuses ». En plus, il citait Kennedy comme exemple avec l'idée de l'Alliance pour le progrès. Mais effectivement, sous Kennedy, il y a des rapports avec Cuba, l'invasion de la baie des Cochons, il y a une tentative de coup d'État au Guatemala. C'est un peu une illusion d'entrée. Et d'ailleurs, dans un des bouquins, on a un chapitre qui s'appelle, de la part d'un politiste états-unien, qui s'appelle « La doctrine Monroe est morte, vive la doctrine Monroe ». On n'est plus sur des méthodes exactement similaires à celles des années 60-70. Comment ça se présente maintenant ? Certains disent que c'est l'ère des nouveaux coups d'État, des coups d'État institutionnels et parlementaires, qui sont avant tout issus d'ailleurs des politiques des droites, des oligarchies locales. Ce n'est pas les États-Unis qui manipulent à distance, mais les États-Unis défendent leurs intérêts et surtout ont des cibles qui restent Cuba et le Venezuela, avec des sanctions et un blocus qui sont dénoncés au niveau de l'ONU, qui sont illégales du point de vue du droit international, qui affament l'économie cubaine et qui fait qu'au Venezuela, on a des milliers de morts parce qu'ils n'ont pas accès aux médicaments, à la santé. Donc là, il y a une politique agressive, évidemment, contre la souveraineté nationale de l'Amérique latine. Et on voit qu'avec Biden, la politique envers la région reste dans la continuité. Ces derniers jours, très clairement, on le voit avec les migrants haïtiens, c'est complètement honteux. 15 000 Haïtiens qui sont bloqués à la frontière, maltraités. On les renvoie en Haïti alors qu'ils venaient souvent pas d'Haïti, ils venaient du Brésil, du Chili. Et Biden a dit on va défendre la frontière, on va continuer à avoir une politique hostile, traiter vraiment le Sud, le Mexique, l'Amérique centrale comme des pays adversaires, voire ennemis. Et donc ça, on voit la continuité.
d'un empire, on peut l'appeler comme ça, en plus, qui est mal en point avec l'Afghanistan, avec sa politique moyen-orientale, et qui voit la Chine comme un danger dans la région. Donc, un défi, c'est reprendre pied de manière beaucoup plus agressive en Amérique latine, surtout après des défaites historiques comme le grand projet de libre-échange qui existait au début des années 2000 et qui a été défait en 2005. Donc voilà, il y a des enjeux qui sont considérables. Et la seule grande puissance en Amérique latine qui a des bases militaires dans plusieurs pays, ce sont les États-Unis, ce n'est pas la Chine. Pour conclure un petit peu l'aspect critique, est-ce qu'on peut parler d'échec pour ces gouvernements ? Alors, c'est un vrai débat politique. Si la perspective, c'était vraiment de construire une émancipation post-néolibérale qui regardait, y compris vers un post-capitalisme, dans une perspective d'unité de la région latino-américaine, un peu comme pouvait le voir José Martí ou d'autres, oui, de ce point de vue, c'est un échec. Face à des pouvoirs qui sont agressifs, médiatiques, économiques, les oligarchies sont là, on le voit au Pérou, etc. De ce point de vue, le bilan est aussi différencié. L'effondrement de l'expérience bolivarienne pour les gauches latino-américaines, c'est vraiment un point noir, parce que pour repenser les alternatives, après l'échec vénézuélien, c'est très difficile. En même temps, on voit qu'en Bolivie, le mouvement au socialisme, le MAS, qui a été défait par une destitution illégale d'Evo Morales, est revenu au pouvoir via les élections avec Luz Arce, et avec une élection vraiment très, très légitime, très forte, plus de 60% dès le premier tour. Donc il y a une capacité de se réactualiser en partie de ces expériences progressistes quand elles commencent à tirer un bilan, y compris critique, de la période antérieure. Au Brésil, peut-être qui est le vrai danger pour la démocratie, évidemment, c'est le Brésil, c'est le gouvernement néofasciste militarisé qui domine la principale économie, le principal pays de la région. Est-ce que le PT, le Parti des travailleurs, a vraiment tiré le bilan critique de ces 12 années de loulisme? Je ne suis pas sûr. Lula est effectivement bien placé peut-être pour regagner les élections, mais si on ne le fait pas dans une perspective de tirer les bilans, c'est là où on peut s'inquiéter à juste titre. Entre 2015 et aujourd'hui, il y a eu de nouveaux des changements électoraux. Comme vous le disiez, Luis Arce il a été élu en Bolivie sans Evo Morales. Donc déjà, grosse surprise, le MAS s'en sort sans Evo Morales. Pedro Castillo au Pérou. Là, c'est historique parce que la gauche, ça fait longtemps qu'elle n'avait pas été là. Et puis en plus, il faisait face au clan Fujimori, un clan d'affaires très corrompu et surtout très puissant. Est-ce qu'il peut y avoir un renouveau de la gauche latino-américaine? Est-ce qu'il est possible qu'elle ait appris de ses erreurs? Et donc, qu'est-ce qu'on peut attendre de ces nouveaux gouvernements? Il y a quelques années, il y avait tout un débat sur la fin de cycle des gouvernements gauche ou progressistes. En fait, c'est plus qu'une fin de cycle, il y a eu un reflux très fort, ça c'est certain, sur le plan économique, avec des revers électoraux, avec des coups d'État parlementaires ou institutionnels, avec une réorganisation médiatique mais aussi sociale des droites, des courants évangéliques qui peuvent mobiliser des millions de personnes, mettre des millions de personnes dans la rue, il faut le prendre en compte également, avec la montée en force de la figure du militaire dans plusieurs États, qu'ils soient de droite ou de centre-gauche. Et aujourd'hui, effectivement, on pourrait citer López Obrador au Mexique. Dans un grand pays comme le Mexique, on a une force dite de centre-gauche. Vous l'avez mentionné, Fernández en Argentine, Castillo au Pérou, Luz Arce en Bolivie. Est-ce qu'on est face à une nouvelle vague rose, comme on disait dans les années 2000? Je ne crois pas. On est dans un contexte dégradé au niveau régional. La pandémie a impacté très fortement la région. C'est la région la plus impactée en termes de morts proportionnellement à la démographie du monde. On a une crise économique très profonde et donc il n'y a plus de marge de manœuvre pour redistribuer sans transformer finalement, comme on l'a fait dans les années 2000, sans s'attaquer fiscalement aux plus riches. Et donc là, c'est un autre rapport de force qu'il faudrait mettre en place dans un contexte beaucoup plus dégradé au plan mondial. Donc, on le voit avec les difficultés de Castillo, qui arrive au Pérou. C'est une surprise électorale, tout à fait bienvenue à mon avis, face à une droite extrêmement agressive, extrêmement corrompue. Et en même temps, avec un programme assez ambitieux de nationalisation, de reprise du contrôle de certaines ressources,
on voit dès les premières semaines, comme il a pu revoir à la baisse son programme initial, et comme il est sous pression extrêmement forte du Parlement, du fujimorisme, et donc, une relation assez dégradée. Est-ce que Castillo va terminer son mandat? C'est absolument pas certain, selon moi. En Argentine, le retour du péronisme de centre-gauche, il vient d'avoir des élections primaires et en novembre, il y aura des élections très importante. Il est en difficulté déjà. Et il est déjà en difficulté. La droite macriste qu'on croyait complètement enterrée, puisque son bilan économique est un des plus catastrophiques de l'histoire démocratique argentine, est en train de reprendre, de remonter en force. Et aussi, il faut le dire, un pôle à la gauche du péronisme, la gauche trotskiste, qui a fait plus d'1 million de voix, 8% des voix dans les primaires. Donc voilà, il y a des tendances à l'œuvre. Peut-être que le plus intéressant, c'est de noter qu'il y a aussi une réarticulation partielle des mouvements sociaux, du féminisme, même dans des pays très à droite ou néolibéraux comme le Chili, qui est la bonne surprise. Effectivement, peut-être qu'en 98, la vague est peut-être venue par Hugo Chavez, qui a eu une sorte d'effet domino sur les autres pays d'Amérique latine. Peut-être que cette fois, ça peut venir du Chili, qui ont quand même historiquement rejeté leur constitution historique, qui datait quand même d'Augusto Pinochet, qui n'est pas rien. Donc là, c'est peut-être vraiment la révolution politique majeure dans la région, qui pourrait avoir des conséquences politiques sur Sebastián Piñera au Chili, qui est de droite. Est-ce que là, cette fois-ci, l'écume peut venir du Chili? En tout cas, c'est une vraie rupture hein, dans l'histoire chilienne, évidemment, mais aussi de toute la région, parce que le Chili était un peu le pays néolibéral stabilisé. En tout cas, il y avait cette illusion. Le président Piñera disait que c'est le pays oasis en Amérique latine. Et en fait, patatras, une grande révolte populaire en octobre 2019, des luttes féministes radicales, massives, qui ont remis en cause le néolibéralisme, le patriarcat, l'autoritarisme, les luttes mapuche qui sont toujours là, la jeunesse précarisée qui est sur le devant de la scène, qui a abouti à obliger la classe politique, la caste politique même, à ouvrir la porte d'une assemblée constituante, même si en essayant de la cadenasser, de la contrôler. Et donc là, il y a vraiment un surgissement par en bas qui a vraiment mis un coin et a mis le pied dans la porte du néolibéralisme chilien, avec des effets sur toute la région qui montrent que c'est possible finalement de faire reculer une des bourgeoisies les plus stabilisées de la région, avec des difficultés encore aujourd'hui pour avancer, mais en tout cas, la constitution de Pinochet est morte, est bien morte, et tant mieux. Et on voit qu'en Colombie, dans d'autres pays de la région, il y a des luttes qui vont dans ce sens-là. Et donc, dans des grands pays historiques de la droite, là aussi, il y a des avancées. Il faudra voir s'il y a possibilité de créer des jonctions, des coopérations, des solidarités régionales, y compris internationales, face au niveau de répression, parce que c'est quand même important, il faut le souligner. On parle de dizaines de morts, de centaines de blessés oculaires, de l'utilisation de la violence sexuelle comme arme de répression du mouvement social. Donc là aussi, et en plus, on a nous-mêmes, ici en Europe, une responsabilité en termes de solidarité internationale. Mais en tout cas, c'est la bonne nouvelle. Et je crois beaucoup, notamment, à la force du mouvement féministe, un féminisme transversal, radical, anti-néolibéral, anticapitaliste même, qui a bousculé tout le monde, y compris les gauches. C'est ça qui est intéressant. Le petit train-train des gauches a été bousculé par la force de ce mouvement. Merci beaucoup, Franck Godichaud. Merci à vous.